Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être présents en si grand nombre ce soir pour le webinaire sur le dépistage et les limites des traitements de la varoise. Ce webinaire vous sera présenté par M. Nicolas Tremblay, agronome et conseiller apicole provincial. Sans plus tarder, j'invite Nicolas à partager son écran et à nous présenter le webinaire. Donc, je suis content que vous êtes rendu disponible ce soir pour cette présentation-là. Comme on le sait, le varroa, c'est probablement une des principales problématiques qu'on a en apiculture. C'est une problématique qui est récurrente. Beaucoup de soucis pour les apiculteurs. Les années sont différentes. Il n'y a pas une année qui se ressemble. Fait qu'on va regarder aujourd'hui, on va regarder la biologie du varroa un peu, mais on va surtout se concentrer sur le dépistage et les limites du traitement. OK. Bon, ça marche. Donc, je vais vous parler un peu du cycle de reproduction du varroa, des différents facteurs qui vont influencer les infestations. Je vais vous parler du dépistage, évidemment, et des limites du traitement, des traitements. Excusez-moi, je vais ouvrir mon document d'accompagnement. Donnez-moi un petit 30 secondes. Je vais être certain de rien oublier de vous dire. De toute façon, il y a des gens qui arrivent encore. Donc, allons-y avec le cycle de reproduction du varroa. Donc, comme vous savez, le varroa, les varrois, on les retrouve sur les abeilles, évidemment. Et c'est ce qu'on appelle la phase de phorésie. Vous avez aussi une phase de reproduction, une phase où le varroa se retrouve directement dans le couvain. Donc, le développement, si vous voulez, du varroa est directement associé au développement du couvain, à la quantité de couvain qu'on peut retrouver dans une ruche. Vous avez ici, sur la deuxième image qui est un peu plus qui est en haut à droite, différents stades, si vous voulez, du varroa, des varroas qui sont immatures, entre autres le gros varroa en haut à droite, qui est un immature, et vous en avez des un peu plus foncés. Tandis que les mâles vont souvent être plus ronds, ressembler un peu plus, si vous voulez, à une araignée. Donc, plus la production de couvain va être importante, plus les infestations vont l'être aussi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une différence dans les alvéoles de mâle et de femelle. Étant donné que le cycle du mâle est un peu plus long, le varroa va avoir plus de chances de se multiplier à l'intérieur du couvain de faux-bourdon. Donc, le cycle est plus long, il y a la chance d'infester un peu plus les abeilles. Comme je vous disais, il y a deux phases dans le cycle de développement du varroa. Il y a la phase de phorésie et la phase de reproduction. Et la phase, si vous voulez, phorétique, elle est vraiment d'une durée variable. Donc, elle peut être plus longue à certains moments. Ce qu'il faut attendre, c'est que les varrois vraiment maturent. Fait que vous avez vraiment une période, tout dépendant d'où on est placé dans l'année, si vous voulez, où que les varrois vont rester peut-être 4 à 11 jours sur les abeilles pendant la belle saison. Mais il peut y avoir des périodes où justement cette phase de phorésie-là, elle est très rapide. Elle dure quelques heures, une journée ou deux, ou même dans certains moments, il n'y en a pas du tout. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est à l'inverse, lorsqu'il n'y a pas de production de couvain, on est vraiment en phase d'euphorésie et pendant une longue période, justement, les varrois vont rester directement sur les abeilles. Pendant l'hiver, par exemple, c'est vraiment une période où ça va se passer. Donc, on a parlé pendant longtemps que le varroa se nourrissait du sang, donc de l'hémolymphe des abeilles. Il y a des recherches plus récentes qui nous ont permis de savoir que justement le varroa va se nourrir du corps gras des abeilles. Donc, il ne se nourrit pas du sang, mais vraiment du gras qui est à l'intérieur de l'abeille. Le varroa est évidemment un vecteur de virus. Il va affaiblir les abeilles, il va les rendre plus susceptibles à développer d'autres problématiques comme les maladies de couvain. Donc, comme je vous disais, le varroa, il peut se reproduire, mais seulement s'il y a du couvain. En l'absence de couvain, il va rester justement en phase phorétique.
Donc, je ne vais pas faire l'anatomie complète, la biologie complète du varroa, mais vraiment vous rappeler l'importance que le couvain dans le développement, tout simplement, du varroa. Maintenant, on va regarder les différents facteurs qui vont influencer les infestations. Évidemment, on traite le varroa une année. L'année suivante, on va refaire un suivi. Tout dépendant du suivi qui était fait une année, on peut retrouver encore des varroas par la suite. Si l'infestation a été mal contrôlée lors d'une saison, la colonie va devenir complètement désorganisée, va avoir de la difficulté à se redévelopper. Puis je vous dirais, malgré les traitements d'automne, on ne pourra pas revenir en arrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains producteurs, lors d'infestations, vont attendre, vont repousser les traitements. Mais plus on attend, à un moment donné, on peut atteindre un point de non-retour où même si on va traiter, on ne pourra pas revenir en arrière puis permettre à la colonie de se redévelopper. Donc, on parlait du suivi de l'année dernière. Les traitements vont avoir une influence, évidemment. La quantité de nucléi qui est extrait des ruches mères aussi. Plus on va faire de nucléi, plus on va diviser le couvain, plus on va affaiblir, si vous voulez, l'impact que le varroa sur les ruches. Il est toujours possible aussi, malgré le fait que vous avez traité vos colonies, qu'il y ait du pillage en fin de saison ou à différents moments, qu'il y ait de la dérive aussi, et que des varrois provenant d'un apiculteur qui n'a pas le même contrôle que vous viennent infester vos ruches. On n'est vraiment pas à l'abri d'une infestation comme ça qui vient de l'extérieur. Ce qu'il faut voir aussi, on a parlé du suivi de l'année dernière, c'est de la maturité des colonies. En général, en fin de saison, lorsqu'on a une ruche mère, elle va être plus infestée que les nucléi qu'on a fait dans l'été. Mais les nucléi qu'on a fait au printemps, habituellement, sont plus infestés que ceux faits en été. Donc, je vous explique. C'est vraiment influencé par le ratio couvain-abeille. Vous pouvez comprendre que lorsqu'on forme un nucléi en début de saison, on va mettre quand même pas mal de couvains, donc 2 gros quarts de couvains, avec peu d'abeilles. Donc, la quantité de varroa par rapport aux abeilles est beaucoup plus importante que dans une ruche mère qui va être beaucoup plus populeuse. Ça va avoir un impact plus tard dans l'infestation, ce qui, je vous dirais, on va avoir une infestation qui va être un peu plus exponentielle. Si je compare un peu ici le nombre, si vous voulez, de varroa, là, ici, j'ai mis moins de varroa dans le nucléi de printemps que dans la ruche mère, mais dans certains cas, on va en retrouver autant, sinon plus. Tandis que les nucléi de juillet et août vont avoir eu moins de temps pour se développer, donc les infestations vont être beaucoup moins importantes. Évidemment, plus on divise les ruches, plus on va venir affecter la récolte. C'est bien d'augmenter le cheptel, de renouveler, mais les apiculteurs sont conscients qu'on vient toujours affecter la récolte de miel, la production de miel en divisant les ruches, parce que les ruches vont être moins fortes et produiront moins de miel par le fait même. Il y a aussi des facteurs un peu, je vous dirais, la chance du débutant, on pourrait dire, mais plusieurs personnes vont acheter des nucléi, partir une première année, faire, je vous dirais, je ne veux pas dénigrer les débutants, mais souvent faire un suivi qui est moins serré et se retrouver avec pas trop de problématiques de varroa. Par contre, l'année suivante, souvent les ruches vont être réinfestées. Donc, et ça, on a toujours des gens comme ça qui se lancent en apiculture, qui pensent pouvoir, je veux dire, refaire la roue, réinventer la manière de fonctionner. Je vous dirais, le varroa, et comme je le disais au départ, c'est la plus grande menace qu'on a dans les ruches d'abeilles. Et cette réinfestation-là, même si elle ne se fait pas la première année, elle va revenir par la suite. Donc, c'est important dès le départ de faire du dépistage, de faire un bon suivi et évidemment de traiter les ruches. Je vous montre ici 2 courbes. C'est les courbes, si vous voulez, bon, on va regarder le premier graphique. La courbe, donc le graphique qui est à gauche de votre écran, la courbe qui vient de l'Europe, donc que j'ai pris sur Wikipédia. Vous voyez vraiment l'évolution de la population d'abeilles qui est la ligne rouge ou orange et la population de varroa, elle, qui va être la ligne bleue.
Donc, on peut voir en Europe qu'à peu près au mois d'août, lorsque les populations d'abeilles diminuent, l'infestation de varroa est plus importante et c'est souvent là, à ce moment-là, que les dommages sont faits. Donc, je vous dirais, des choses qu'on sait depuis longtemps, mais si on compare avec le graphique qui est à côté, c'est un graphique qui représente ce qu'on voit en Amérique, qui était fait, en tout cas moi, la première fois que je l'ai vu, c'est en Ontario, et vous pouvez voir que le pic de population d'abeilles est moins important en Amérique, et ce qui fait aussi que le pic de, si vous voulez, de population de varroa va être beaucoup plus important par rapport à ce pic-là. Donc, il y a plus de varroa par rapport au nombre d'abeilles dans des ruches, en tout cas, selon ces graphiques-là, en Amérique qu'en Europe. Donc, comme quoi la problématique peut être beaucoup plus problématique, la problématique peut être beaucoup plus importante et qu'il faut vraiment se méfier et intervenir au bon moment. Il y a des facteurs aussi qui vont venir influencer la population. Et une année comme 2021 a vraiment été une année particulière où le printemps a été hyper tôt, ce qui a un effet directement, justement, sur la population de varroa. Donc, en développant du couvain plus tôt, comme on le voyait tout à l'heure, étant donné que le varroa se développe dans le couvain, bien, on va retrouver plus de varroa. J'ai plusieurs apiculteurs qui ont fait même l'an passé des dépistages au printemps, ne trouvaient pas nécessairement tant de varroa que ça, étaient surpris d'en trouver beaucoup plus par la suite, mais c'est déjà un indicateur, si le printemps commence beaucoup plus tôt, on a des risques d'avoir du varroa en plus grande quantité cette année-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des seuils d'intervention, on va les voir un peu plus tard, mais des seuils d'intervention pour traiter les ruches. Et ces seuils-là sont vraiment bas. Si on parle, disons, du lavage à l'alcool, on parle au mois de juillet de seuil de 2 et par la suite 2 %. On parle de 3 % au mois de septembre. Je vous dirais qu'à des quantités justement d'infestation comme ça, on ne voit pas les varroas sur les abeilles. Fait que souvent, il y a beaucoup d'apiculteurs qui ne se méfient pas. Qui font pas nécessairement le dépistage, et par la suite, ils vont enlever pour traiter. Mais si l'infestation elle est présente depuis longtemps et que les ruches tolèrent des hauts taux d'infestation, il y a des dommages qui vont être faits et on ne pourra pas encore une fois revenir en arrière. Il y a aussi une chance qu'ont peut-être certains apiculteurs qui sont plus dans le nord-est de la province. C'est souvent, évidemment, la saison va être plus courte. Donc, en général, les infestations vont être moins importantes parce que le varroa aura moins le temps de se développer. Il y aura eu moins de couvain qui va être produit dans les ruches. Et ça va dépendre évidemment aussi des ressources qui sont disponibles, c'est-à-dire que si le pollen est disponible en grande quantité et qu'il est accessible aux abeilles, les abeilles vont le ramener en plus grande quantité et par la suite vont élever plus de couvain. Donc, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le varroa est vraiment influencé par la quantité de couvain qu'il y a dans la ruche. Plus on va avoir de couvain, plus le couvain va se développer, plus les infestations vont être importantes. On va y aller, Martine, si tu veux, avec la première question. La première question qui était donc une question qu'on va vous demander de répondre. En fabriquant des nucléiers en été, on réduit l'impact de la varroise. Est-ce que c'est vrai ou faux? Fait que je vais vous laisser répondre à la question. Là, je vois plus ton écran, Martine, je te vois pas, fait que je sais même pas si tu es là encore. Je suis là encore, Nicolas. Okay. Donc, normalement, le sondage est affiché, puis vous pouvez répondre en cliquant vrai ou faux et pour l'envoyer. Je vois que les réponses augmentent. OK. On est rendu à 60 réponses déjà. Et la tendance, déjà, je vais faire mon annonciatrice de Radio-Canada, si la tendance se maintient. Les gens ont répondu vrai. Donc, en fabriquant des nucléiers, on réduit l'impact de la varroise. Est-ce que les gens ont répondu vrai? Donc, la réponse, oui, est vraie, mais tout dépendant des années, c'est peut-être pas nécessairement suffisant pour complètement contrôler le varroa. On a un impact, mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire. On peut pas se fier uniquement sur le fait de diviser les ruches, de faire des nucléiers pour contrôler la varroise. Donc, c'est vrai, mais avec un petit mais par la suite. Maintenant, si on regarde des facteurs qui vont venir influencer ou ralentir, si vous voulez, les infestations, donc, évidemment, on parlait que plus il y a de ponte,
plus on a on a du couvain évidemment, mais plus on va avoir de varroa. S'il y a des arrêts de ponte par manque de ressources dans l'environnement, qu'il pleut trop, les abeilles sortent pas, qu'on vit une sécheresse, on peut avoir un arrêt de ponte. Et évidemment, avec des arrêts de ponte, on va limiter, si vous voulez, l'infestation du varroa. Ben, c'est pas nous qui décidons, mais l'infestation va être limitée parce que justement, le couvain ne continuera pas à se multiplier. Et on peut avoir aussi des problèmes de reine, donc évidemment une ruche qui ne fonctionne pas, une reine de mauvaise qualité, une ruche orpheline, une ruche bourdonneuse. Encore une fois, moins de couvain, donc moins de varroa. Il y a des abeilles qui sont sélectionnées, les abeilles VSH pour varroa sensitive hygiénique, qui sont sélectionnées pour se débarrasser justement des varrois. Et ça a un certain impact, quoiqu'on n'est pas toujours capable sur le terrain de voir directement la différence. Et il y a la présence d'autres maladies. Ça peut venir influencer la quantité de varroa qu'il va avoir. Donc, si une ruche se développe moins bien parce qu'il y a des maladies, elle va avoir moins de varroa. Mais en même temps, étant donné qu'il y a une présence de maladies, ou entre autres, on pourrait parler des maladies de couvain qui sont déjà présentes. Donc, s'il y a des maladies qui sont présentes, que la ruche est mal structurée, si vous voulez, et qu'on ajoute du varroa par la suite, il est possible qu'on ait besoin de moins de varroa pour faire planter la ruche, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc, c'est sûr que ça a une influence d'un côté et de l'autre. Donc, moins de couvain, moins de varroa, mais si la ruche est malade, évidemment que l'infestation peut avoir plus d'impact. Une gestion non optimale, souvent, quand on débute en apiculture, les gens ont vraiment peur d'avoir de l'essaimage. Donc, il y en a qui font des tours, c'est-à-dire qu'ils vont ajouter des boîtes pour éviter l'essaimage. En faisant ça, on ne vient pas maximiser le développement des ruches, on vient même souvent freiner ce développement-là. Et en venant le freiner, évidemment, on va produire moins de couvain dans les ruches. Donc, ça peut donner une chance aux débutants en gérant un peu, si vous voulez, d'une manière un peu lousse les ruches. Ça va lui permettre de gérer son essaimage, mais en même temps, on n'obtiendra pas la mielée optimale puis les populations optimales d'abeilles qu'on pourrait avoir si on gérait ça plus serré. Et évidemment, encore une fois, tout ce qui est de stress, des stress de transport, des carences alimentaires, la présence d'humidité, tout ce qui va venir nuire au bon fonctionnement de la ruche va influencer son développement et les populations de varroa par la suite. Fait que Martine, on va pouvoir y aller avec la question 2. Je vais la lire. La température chaude permet au varroa de se développer. Donc, c'est vrai ou faux? Encore une fois, Nicolas, le sondage est envoyé. La majorité des réponses jusqu'à maintenant indiquent vrai, donc que la température chaude permet au varroa de se développer. Fait qu'on y va avec cette réponse-là? Je pense que c'est la réponse finale. Oui, bon, ben c'est vrai effectivement, mais un peu comme on disait, si on est trop tôt en saison et que le pollen n'est pas disponible, il peut manquer de production de couvain. Donc, c'est vrai, mais si les ressources ne sont pas disponibles en suffisamment grande quantité, ça peut empêcher ou limiter le développement de la varroise. Donc, je suis un peu tannant avec mes questions, avec mes mains, là. Je vais peut-être en avoir qui soient plus directs. Donc, la prochaine. Question 3, Martine. Un automne beau et chaud permet de retarder les traitements. Et ça, c'est une question... Je vous la démarre. Est-ce qu'on peut retarder les traitements avec un automne beau et chaud? On a plus de temps pour traiter. Est-ce que c'est une bonne chose? Les réponses sont presque unanimes jusqu'à maintenant, Nicolas. Les gens disent faux. Les questions sont trop faciles. Ou les connaissances sont très bonnes. Non, mais c'est ça, c'est bien. Là, c'est des rappels aussi. Donc, ça n'a pas vraiment de lien. Il est important de préparer les abeilles au bon moment. Même souvent, il va être important de les nourrir parce que dans certains cas, ils vont rentrer du miel d'automne par la suite, mais on veut vraiment donner le sirop avant.
Donc, c'est vraiment important aussi que les dernières générations d'abeilles qu'on a avant de passer l'hiver soient le moins infestées possible parce que ces abeilles-là, on leur demande de survivre jusqu'au printemps suivant. Donc, c'est vraiment important de maintenir en fin de saison justement des traitements sensiblement au même moment. Si on est plus dans le nord-est de la province, on va parler fin août, début septembre. Et si on est plus dans le sud-ouest, on va peut-être parler plus de la mi-septembre. Mais il faut vraiment pas aller plus loin que ça. Maintenant, on va aborder le dépistage. Donc, à quoi sert le dépistage? Vous savez, on en parle souvent de l'importance du dépistage. Ça prend du temps. Il y a plusieurs apiculteurs qui ne le font pas, se disant de toute façon, je vais traiter. C'est important de savoir ce qu'il y a dans vos ruches. Vous pouvez très bien traiter une ruche, trouver du varroa par la suite et penser que le traitement n'a pas fonctionné. Mais si on ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur de la ruche avant, on n'a aucune idée de l'efficacité du traitement. Donc, le dépistage sert à déterminer le taux d'infestation dans les ruches, s'il faut traiter ou non. Si la situation est grave, et il y a des situations dans certains cas vraiment alarmantes, et il vous faut intervenir le plus rapidement possible. Et on peut aussi, comme je le disais, lorsqu'on dépiste, estimer l'efficacité de notre traitement en comparant les taux de varroa avant le traitement et après le traitement. Par contre, le dépistage, c'est pas infaillible. Chaque méthode a ses forces et ses faiblesses. Et lors, entre autres, d'une reprise de ponte, on pourrait essayer de dépister, disons, en lavage à l'alcool des abeilles et trouver très peu de varroa parce qu'il y a une reprise de ponte et la majorité des varroa à ce moment-là pourraient se retrouver dans le couvain. Donc, tout d'un coup, je vous dirais, à un moment, on n'avait pas de couvain et par la suite, on a un amas important de couvain. Donc, la majorité des varroa va se ramasser à l'intérieur de ce nouveau couvain-là. On va arriver pour dépister et peut-être qu'on va passer à côté des varroa. Donc, c'est pas parfait non plus. C'est un peu ce qu'on va regarder. Donc, il y a différents seuils d'intervention, comme je vous en parlais. Les seuils d'intervention sont toujours exprimés, à part pour la chute naturelle, en pourcentage. Donc, pour le lavage à l'alcool, la méthode de décompte dans les faux bourdons, la méthode utilisant le CO2, la méthode au sucre en poudre, on va toujours exprimer le résultat en pourcentage. Et à ce moment-là, on parlait tout à l'heure de phase phorétique et la phase de reproduction, mais le dépistage dans ces cas-là est vraiment basé sur la détection pendant la phase phorétique du varroa, donc sur les varroas qui sont présents sur les abeilles. Donc, il y a vraiment juste le dépistage par chute naturelle qui va s'exprimer, lui, en nombre de varroas tombés par jour. Et lui, il est basé sur la détection en fin de phase de reproduction du varroa. Donc, le couvain qui vient au monde, on a des varroas qui tombent. Donc, c'est en fin de phase de reproduction. Et comme je disais tout à l'heure, les colonies ne peuvent pas tolérer des taux d'infestation élevés sur une trop longue période. À ce moment-là, les dommages vont être irréversibles. Si vous avez des taux d'infestation de 2-3% au printemps, que vous faites un seul flash, puis vous vous dites qu'on va attendre au mois de septembre pour traiter, il y a des bonnes chances que ce soit un coup d'épée dans l'eau, qu'il soit trop tard. On ne peut pas revenir en arrière si la colonie est complètement désorganisée. Vous voyez, il y a des choses ici sur la première image. Vous voyez une image souvent suite aux infestations de varroa, les abeilles sont affaiblies et c'est une belle porte d'entrée, si vous voulez, pour les virus. Et vous avez ici un exemple d'une abeille avec le virus des ailes déformées. Vous pouvez comprendre qu'une abeille qui vient au monde comme ça avec des ailes qui ressemblent à des petits bâtons, elle est incapable de voler. C'est sûr que ça aura un impact. Et dans le cas, je vous dirais, d'infestation majeure, les ruches vont se dépeupler, le couvain va mourir, il n'y a plus d'abeilles pour faire le ménage et c'est des genres de choses que vous pouvez voir du couvain mort comme ça directement. Je l'ai vu, moi, l'an passé chez certains producteurs au début d'août, au début du mois d'août. Et dans une situation de même, on a bien beau mettre le meilleur traitement comme de la pivard, ça ne fera pas des miracles. Les ruches, malheureusement, sont vouées à mourir.
Maintenant, regardons le tableau, le calendrier de traitement pour le contrôle de la varroise. Je vais parler seulement pour l'instant des seuils d'intervention et plus tard un peu, on va revenir sur les traitements tout à l'heure. Donc, vous voyez, euh, on a deux façons d'exprimer, je vous parlais tout à l'heure, et là on parle seulement du lavage à l'alcool, mais les pourcentages ou la chute naturelle. Les seuils, comme je vous dis, sont très bas. Au lavage à l'alcool, on parle d'un seuil de 0% au printemps. Et si on parle en chute naturelle, on parle de moins de 1 varroa par jour. Fait comprendre qu'on peut très bien faire un dépistage et c'est important de le faire pour voir où on en est rendu. Mais ça veut dire qu'il faudra traiter au printemps parce que le taux qu'on tolère est vraiment bas. Et c'est pas tout le monde qui a adapté cette technique-là. Et c'est pour ça aussi, on va le voir tout à l'heure dans les traitements, mais quand on est en rouge, ça veut dire qu'il faut absolument traiter. Donc, le traitement de printemps, il est inévitable. Certaines années où le développement va être moins important, on sera peut-être pas, il sera peut-être pas nécessaire de traiter en été, mais le traitement du printemps va vraiment être essentiel. Maintenant, regardons les techniques une par une. On va commencer par la chute naturelle. Donc, la majorité du temps, on utilise un plateau grillagé. Et évidemment, on va faire un décompte du nombre de varroa qui est tombé, mais on va le diviser par le nombre de jours où on a dépisté. Donc, si le plateau ou le tiroir, si vous voulez, a été placé 4 jours dans la ruche, on va compter tous les varroa et diviser par 4 pour ramener ça à un nombre de varroa par jour. On recommande fortement, je dirais la meilleure technique, c'est vraiment d'utiliser les plateaux grillagés avec tiroir. J'ai vu des gens où il y a plusieurs années, on utilisait des cartons collants avec un petit grillage qu'on entrait sur un plateau standard qui nous permettait de dépister les ruches. Mais souvent, les abeilles, en dedans de 24 à 48 heures, vont faire du ménage sur ces cartons-là, ce qui va venir vraiment fausser les résultats. Donc, la meilleure méthode, si vous voulez, pour vraiment dépister en chute naturelle, ça nous prend des plateaux grillagés. Donc, bon, la chute naturelle, c'est un bon indicateur. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas parfait. C'est quand même un bon indicateur. Mais par contre, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est un indicateur que les résultats sont parfaits. Je vous explique. Si on a, disons, par exemple, un 10 varroa par jour dans une ruche qui a 8 cadres, là, je parlais de 5 en bas, mais disons 10, et qu'on a 10 varroa par jour dans une ruche qui a 12 cadres, évidemment, ça fait beaucoup plus de varroa dans la ruche qui est moins forte. Donc, en fonction de la population, les infestations ne veulent pas toujours dire la même chose. Évidemment, on ne demanderait pas aux apiculteurs d'évaluer la force de chaque ruche, mais il faut être conscient que plus la ruche est forte, plus elle va être capable de tolérer une quantité importante de varroa. Un défaut un peu de cette technique-là aussi, c'est que vous pouvez faire un traitement et les varrois vont mourir dans le couvain. Mais si vous dépistez la semaine suivante, donc le couvain vient au monde, il y a des varrois morts qui sont morts suite au traitement qui tombent, ça peut venir fausser le résultat de votre dépistage. Donc, il est préférable, suite à un traitement, de vraiment dépister par chute naturelle 2 semaines après la fin du traitement pour que tous les varrois qui étaient présents dans le couvain, qui sont morts grâce au traitement, tombent sur le plateau et qui ne viennent pas fausser notre résultat. Parce qu'on pourrait très bien traiter, dépister une semaine par la suite et être vraiment inquiet de la quantité de varroa qui se retrouvent dans le tiroir, mais ça peut être tout simplement les varrois qui étaient présents dans le couvain qui sont tombés lorsque ce couvain-là a émergé. Maintenant, parlons du lavage à l'alcool. Donc, on effectue le décompte du nombre de varroa par rapport à un nombre d'abeilles par le lavage d'un échantillon pour obtenir un pourcentage d'infestation, comme on en parlait tout à l'heure. C'est un peu comme le lavage à l'alcool, comme la chute naturelle, un bon indicateur, mais ça va demander de tuer 200 à 300 abeilles, donc une demi-tasse par échantillon. Il y a aussi des bee shakers, comme si vous voulez sur l'image à gauche, qui est une méthode, si vous voulez, pour dépister, faire du lavage à l'alcool directement dans le rucher. C'est intéressant, mais pour moi, ça amène des risques où, je vous dirais, on n'a pas un grand récipient de lavage. Donc, il est bien possible si vous voulez, de brasser
l'échantillon, mais qu'il y a des varrois qui restent pris à l'intérieur des abeilles. Donc, c'est un indicateur, mais il est moins précis que si on utilisait, comme à droite, un grand récipient avec une passoire. Je vous dirais, moi, personnellement, on parle ici de 200 à 300 abeilles, à 300 abeilles. Je suis peut-être un peu plus gourmand de ce côté-là. Je vais y aller, moi, souvent avec 300, même 450 abeilles pour me donner une chance de trouver plus de varroa par un indicateur qui est peut-être un peu plus précis. Mais ça, c'est un choix personnel. Et aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est en général, il faut essayer de prendre l'échantillon sensiblement au même endroit dans la ruche. Donc, si vous prenez un échantillon d'abeilles sur un cadre de miel ou un cadre de rive, et que dans la ruche suivante, vous y allez avec un cadre de couvain qui est en train d'émerger, on va avoir une différence. Les varrois vont souvent se retrouver en plus grande quantité, selon moi, sur les cadres de couvain émergents, et que c'est souvent, je vous dirais, le meilleur endroit pour prendre cet échantillon-là, pardon. Donc, de vraiment y aller sur des cadres de couvain le plus mature possible pour, pas dire être pessimiste, mais essayer de trouver l'endroit dans la ruche où on risque de trouver le plus de varroa possible. Nicolas, on avait une question dans le chat par Oui, rapport au bee shaker. oui. Donc, ce serait quoi le pourcentage d'erreurs à prendre en considération si on utilise un bee shaker versus la méthode du lavage avec la passoire? Bah, c'est dur de mettre un chiffre précis, là. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait, dans un échantillon, rester quelques varrois. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est on n'est pas en train de faire un projet de recherche. On n'a pas besoin de, tout le temps d'avoir des chiffres précis. Si c'est un indicateur, j'aime mieux que vous utilisiez un bee shaker que de ne pas faire du tout de dépistage, mais je ne pourrais pas te dire précisément là, la différence. Mais comme je vous dis, c'est que souvent l'échantillon d'abeilles dans la passoire, vous pouvez voir, il va être nettoyé à grand eau, tandis que dans le bee shaker, on va tout simplement renverser le bee shaker et les varrois vont couler au travers des abeilles. Donc, il est bien possible qu'il y ait des varrois qui restent pris, mais je n'ai pas de chiffre à vous donner précisément. Puis si je peux compléter, Ouais. Nicolas, donc euh, en faisant les dépistages sur plusieurs ruches du rucher, on va avoir un meilleur portrait aussi là, que si on Mhm. fait le bee shaker sur seulement une ruche. Oui, ben en général, là, tu sais, je vous dirais, c'est sûr que tout dépendant du nombre de ruches que vous avez, on devrait toujours faire un minimum, je vous dirais, de 10% des ruches là, qui sont présentes dans un rucher, mais dans le meilleur des mondes, il faudrait dépister toutes les ruches ou au moins 25%. Mais évidemment, plus vous allez faire d'échantillons, plus on va avoir quelque chose de représentatif. Et il est possible aussi qu'on tombe pas sur toutes les ruches infestées. Donc, c'est important quand même de faire plusieurs réplicas. C'est une méthode, je vous dirais, qui fonctionne bien. Elle demande, par rapport même à la chute naturelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher un échantillon directement dans le rucher et on n'a pas besoin de retourner au rucher par la suite. Il faut faire attention, évidemment, de ne pas inclure la reine dans l'échantillon parce que là, on va venir complètement bousiller la ruche. Et, comme je le disais tout à l'heure, de prendre des abeilles directement sur des cadres de couvain et d'essayer tout sensiblement toujours prendre sur le même genre de cadre dans la ruche. Je vais juste m'assurer que je vous ai tout dit. OK. Il y a une autre technique qui est peu utilisée. Euh, donc, le décompte directement dans le faux bourdon. Donc, tout dépendant des entreprises, des fois, et de la gestion qu'on a, ça peut être plus difficile de trouver du couvain de faux bourdon au printemps. Mais en ouvrant une centaine de cellules de mâles, on peut déterminer comme ça un pourcentage d'infestation. Ça peut être long, difficile si on a du jeune couvain. Par contre, si on utilise un peigne à désoperculer avec du couvain âgé, ça peut être très rapide. On va vraiment comme ça venir piquer le couvain, le sortir, le vérifier. C'est encore une fois peut-être moins précis. On ne comptera pas exactement le nombre d'abeilles, de larves qu'on sort, mais ça peut être un bon indicateur. Comme je vous dis, par rapport à la chute naturelle puis le lavage à l'alcool, ça manque un peu de précision. On va malheureusement détruire des larves de faux bourdons. Il y a des moments où c'est crucial si on a besoin de faire accoupler nos reines. Et comme on disait, les faux bourdons ne sont pas toujours présents en grande quantité. Il y a des élevages où ils vont l'être présents, d'autres non. Euh, non, j'allais vous parler d'autre chose, mais je vais regarder ça pour plus tard. Il
Il y a une autre méthode de dépistage, elle est peu utilisée par les apiculteurs, mais la méthode au CO2. Donc, on va vraiment endormir un échantillon d'abeilles afin de détecter les varrois présents. Donc, d'établir un pourcentage d'infestation. Ce qui est intéressant comme technique, c'est que ça permet de garder les abeilles vivantes. Donc, pour le lavage, on tuait un échantillon d'abeilles. Pour la chute naturelle, ça n'avait pas d'impact. Mais ici, par rapport justement à un lavage à l'alcool, ça nous permet de garder les abeilles vivantes suite au décompte. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Par contre, étant donné que toutes ces abeilles vivantes-là sont dans le récipient, il va être difficile de compter exactement le nombre d'abeilles et d'établir comme ça par la suite un pourcentage d'infestation qui est précis. Comprendre que si vous avez 300-400 abeilles ou un peu plus, un peu moins dans ce récipient-là, c'est pas comme dans un lavage où on va pouvoir les compter individuellement. Les abeilles sont en mouvement. Ça peut être un peu plus difficile d'avoir un résultat qui est précis. Ce qui arrive aussi, c'est que c'est quand même assez dispendieux. Oui, il faut acheter l'équipement, mais il faut racheter des bonbonnes. Et moi, j'ai même travaillé avec un apiculteur qui était tout content de me monter sa machine au CO2. Et les 2 bonbonnes de CO2 qu'il y avait ne fonctionnaient pas. Fait que cette journée-là, on n'a même pas pu utiliser la machine. Donc, c'est pas parfait non plus. Mais c'est une méthode qui peut être quand même intéressante. Mais comme je vous disais, les méthodes les plus utilisées sont vraiment la chute naturelle et le lavage à l'alcool. Et il y a aussi la méthode du sucre en poudre. Je vous dirais que c'est quelque chose qu'on parle moins dans les dernières années. Et vous voyez là sur l'image, on va vraiment saupoudrer du sucre en poudre directement sur un échantillon d'abeilles. Encore une fois, ça nous permet de garder les abeilles vivantes. On va établir encore une fois un pourcentage d'infestation. Et comme pour le CO2, ça va être difficile de savoir exactement le nombre d'abeilles qui sont présentes dans le pot. Donc, d'établir un pourcentage d'infestation. Et la science, ou en tout cas, selon la méthode selon laquelle ça a été développé, nous dit que les varrois se détachent des abeilles. Mais est-ce qu'on est sûr que les varrois se détachent tous des abeilles? Ça, je ne suis pas prêt à l'affirmer non plus. Donc, c'est une méthode intéressante, encore une fois. C'est un indicateur, mais qui peut manquer un peu de précision parce qu'il peut rester des varrois et il va être difficile de savoir exactement le nombre d'abeilles qui est dans l'échantillon. Donc, c'est ce qui fait le tour du dépistage. Maintenant, je vais vous parler des limites du traitement, des traitements, excusez-moi. Donc, on va revenir au calendrier de contrôle de la varroise qu'on avait tout à l'heure. Là, on a une petite question avant de passer au Oui, traitement. il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que tu connais une référence vidéo pour bien voir le fonctionnement du lavage à l'alcool? J'ai peu de vidéos là-dessus. Moi, je l'utilise. On pourrait en produire un. Martine, ça serait une bonne idée. Je pense que ce serait une très bonne idée. Oui. Sinon, peut-être que dans les vidéos, c'est sûr que c'est en anglais, là, mais dans les Oui. vidéos produites par l'université de Guelph qui sont disponibles sur YouTube, il y en a probablement une à ce moment-là qui est disponible, mais on pourrait certainement mettre ça dans notre to-do list. Puis là, je viens de voir que Marc-André Yale vient de publier, vient d'envoyer un lien. Donc, je n'ai pas cliqué, mais nous pourrons l'essayer plus tard. Oui, d'accord. Puis désolé, là, je vois pas le chat, fait que je te fais confiance, Martine, sur ce qui se C'est passe. c'est bon. Mais effectivement, ça serait. Souvent, c'est bien d'en parler, mais d'avoir un exemple visuel, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut se pencher. S'il y a déjà une vidéo, c'est bien. On le réécoutera, puis on verra. Il y a peut-être des ajustements à faire aussi là-dessus. C'est une autre question, tandis qu'on est dans les dépistages avec la méthode avec les faux bourdons. Donc, ça prend combien de varrois pour faire le traitement? Donc, c'est quoi le seuil de traitement là, avec cette méthode-là? Ben, c'est un taux d'infestation, je dirais, en pourcentage. Donc, c'est comme le lavage à l'alcool. Dès que sur 100 abeilles, on va trouver, disons, en été, 2%, donc 2 varrois, il faudra faire un traitement d'appoint. Donc, c'est les mêmes seuils que le lavage. Donc, c'est ça sur le nombre de faux bourdons là, qu'on va désoperculer. Oui. Pour le calendrier de traitement, pourquoi est-ce que le dépistage doit être fait 2 semaines avant le pissenlit? Donc, c'est quoi l'indicateur? Non, mais pourquoi? C'est que évidemment, c'est que si vous avez à traiter, ça va vous permettre d'avoir le temps de traiter. Donc, si une fois que la myélite pissenlit est commencée,
si vous produisez, vous commercialisez ce miel-là, évidemment, ça ne sera pas intéressant de traiter. C'est un peu ça, c'est de vous permettre tout simplement de pouvoir traiter avant le début de la mielée. Puis j'ajouterais à ce niveau-là aussi que, étant donné que dans les différentes régions du Québec, là, la sortie de Ouais, l'hivernage des ruches n'est pas au même moment, ben on a le MAPAC en fait a identifié là, la floraison du pissenlit comme étant l'indicateur parce qu'il faut traiter le plus rapidement possible, il faut dépister le plus rapidement possible après la sortie des ruches au printemps, mais il faut quand même laisser un petit peu aux abeilles le temps de se développer là, pour ne pas prendre un échantillon de lavage à l'alcool qui comprendrait toute une grande partie de la colonie finalement. Oui, puis comme dit Martine, là, évidemment, ce serait difficile de mettre une date quand les ruches sortent dans le sud-ouest de la province au début avril, puis qu'on va être rendu quasiment au mois de mai sur la côte nord, par exemple. Donc, c'était un bon indicateur. Puis par la suite, une fois que la chaleur s'installe, les dates peuvent fonctionner mieux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il n'y avait pas d'autres questions, mais j'ai vu qu'il y a quand même plusieurs personnes là, qui ont mis les liens là, pour les vidéos. Donc, merci aux personnes qui les ont mis. Puis j'ai une autre question qui vient d'arriver. Donc, est-ce qu'on peut traiter trop tôt au printemps? Hey, bonne question. Tout dépendant avec quoi qu'on traite. Effectivement, la majorité du temps, les traitements sont des traitements d'acide formique. Souvent, avec l'acide formique, on a besoin de certaines températures et d'avoir des ruches suffisamment fortes aussi. Donc, s'il ne fait pas suffisamment chaud, pardon, c'est pas nécessairement une bonne chose de traiter. Et si la ruche n'a pas au moins, pour un flash, entre autres, si elle n'a pas au moins 6 quarts d'abeilles, ça va nuire. Donc, souvent, c'est pas toujours possible, mais il est préférable d'attendre que la colonie démarre, tout ça. Et si on vient traiter, on peut même venir nuire à son démarrage, si vous voulez, le démarrage du développement. Donc, il est préférable de la laisser démarrer un peu, se renforcer et traiter par la suite, là. Parfait, merci. Puis j'avais une autre petite question dans le chat. Donc, si c'était vraiment le pissenlit où on parlait du silage, donc c'est les premières fleurs de printemps, mais là, on parle vraiment là, du pissenlit, notre Oui, célèbre pissenlit. oui, J'avais une parce autre, que... oui, Ouais, vas-y. j'avais une autre question en, en live, en fait, de Gilles. Si je peux autoriser votre micro, ça allait être en mesure d'ouvrir vous-même votre micro puis de la poser. Moi, je n'avais pas de questions. Ah, OK. Donc, peut-être que c'est seulement une petite main qui a été accrochée. Il n'y a pas de problème. Désolé. Il n'y a pas de problème. J'avais d'autres questions qui sont arrivées. Donc, est-ce que... là, j'ai des questions aussi sur les traitements. Donc, je pense que je vais les retenir pour quelques moments encore, là, le temps que Nicolas puisse vous en parler. Donc, l'autre question... Donc, c'est une autre question sur les traitements. Donc, je pense que Nicolas, je vais te laisser continuer sur la partie sur les traitements, puis on y reviendra pour les questions concernant les traitements, donc à la fin de cette section-là. Oui, peut-être qu'on va y répondre justement pendant la Parfait. présentation. Puis, tu sais, entre-temps, si vous avez des questions, là, continuez à les poser dans l'onglet de conversation. Donc, revenir un peu, c'est pas toujours tout le monde qui comprend bien clairement le calendrier de contrôle de la varoise. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, vous avez, ils sont de 4 moments où on traite, donc le printemps, en été, en fin de saison et au mois de novembre. Donc, traitement de fin de saison complètement. Début septembre, novembre, peu importe. On s'est compris. Mais vous voyez, vous avez des codes de couleur. Lorsqu'on est en rouge, c'est-à-dire qu'il faut absolument traiter. Donc, vous pouvez voir ici qu'au printemps, on recommande, peu importe la situation, il faut faire un traitement de printemps. Si on se ramasse au milieu de l'été, si on est en bas si on a un varroa et moins, ou 0% au lavage d'alcool, il n'est pas nécessaire de traiter, mais dès qu'on va avoir 2% ou 10 varrois par jour et plus, on recommande un traitement demi-saison. Et il y a d'autres choses aussi. Vous voyez, là, on est en rouge à 3%, 15 varrois par jour.
Plusieurs personnes vont faire des traitements d'appoint quand ils se ramassent à 3 et je sais que c'est la saison hyper courte au Québec, mais si on regarde ici, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de faire un traitement massif à ce moment-là. C'est sûr que c'est pas intéressant pour les apiculteurs en fin juillet, début août, de venir traiter, enlever complètement les roses à miel, mais dans des cas d'infestation majeure, il faut se dire que la mielée est terminée, on enlève le miel et on traite les ruches pour se permettre d'être capable d'hiverner et souhaiter qu'elles passent l'hiver. Donc, c'est pas toujours quelque chose qui est respecté ou bien compris par les gens, mais pour se permettre de faire seulement un petit traitement d'appoint, de faire quelques flashs, tout ça, en mi-saison, il faut avoir environ 2 de varroa ou 10 varroa par jour. Pour ce qui est du traitement de fin de saison, excusez-moi, lui, on le recommande toujours, comme je vous en parlais. On va parler plus de traitement fin ou début septembre dans le nord-est de la province et plus à la mi-septembre dans le sud-ouest. Et le traitement complémentaire d'acide oxalique va souvent être fait au mois de novembre parce que c'est un moment où on a absence de couvain. Et par contre, il y a je vais y revenir un peu tout à l'heure, il y a des expériences qui ont été faites, des tests qui ont été faits, et des fois, le traitement semble fonctionner, d'autres années moins, des fois, il a peut-être causé des dommages aux abeilles. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore sur l'oxalique, qui est un peu, pas dire aléatoire, mais qui nous permet des fois d'avoir des doutes. Mais dans le cas d'une infestation importante, il est préférable de traiter que de laisser aller les choses. Donc, je vais y aller avec, je vais vous parler, comme je vous disais, des traitements. Donc, il faut absolument intervenir lorsque les seuils sont atteints. Comme je vous disais, 3 ou 15 varroa par jour en début d'été, c'est problématique. On ne peut pas se dire, je vais juste faire un flash, puis je traiterai au mois de septembre. En principe, il faudrait faire 4-5 flashs en plein milieu de l'été, si la température le permet évidemment, ou faire même un traitement à pivot complet. Donc, et des taux comme ça à 3 vous ne verrez pas tant de varroa comme ça sur les abeilles. Donc, si l'infestation était plus importante que ça, évidemment, il y a des bonnes chances que la colonie s'écrase. Les colonies ne peuvent pas tolérer des infestations au-dessus des seuils très longtemps. Lors d'un printemps hâtif qui va favoriser la production de couvain, si on ne fait pas de traitement de printemps et de mi-saison, c'est à peu près un scénario catastrophe, ça va être problématique. Il y a des années où le printemps va arriver plus tard, on pourrait s'en sortir si on est plus, comme je disais tout à l'heure, d'une région plus au nord, il y a moins de développement de couvain, il y a plein de facteurs comme ça qui peuvent venir influencer. Mais une année que le printemps est tôt, que les ruches se développent vite, il faut absolument faire le traitement de printemps. On en parlait, il faut le faire peu importe les situations, mais il faut faire aussi le traitement de mi-saison. Et malgré tout ça, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des infestations. Le varroa, il est présent, il se développe. Les outils qu'on a ont certaines limites. Ils nous permettent d'abaisser les taux 2-3 semaines, quelques semaines. Dans des cas d'infestation importante, il va être important de répéter des traitements pour vraiment libérer les ruches des varrois. Les traitements à base d'acide formique, de thymol, de sel doublon, sont à utiliser selon certaines conditions de température et d'humidité précises. Il faut faire attention, s'il fait trop chaud, ça va être problématique, et s'il fait trop froid aussi. Ce qui peut des fois, en plein milieu d'été, être problématique, entre autres pour l'acide formique. S'il fait trop chaud ou on est en pleine canicule, c'est peut-être pas toujours le bon moment pour traiter. Certains apiculteurs qui ont moins de ruches ou sont capables de le faire vont le faire des fois le soir, donc où la température va être plus fraîche et ça va le garantir que la température ne montera pas plus haute. Mais on va voir un peu plus loin. Là, je suis en train de me rendre compte, je suis en train de devancer ma présentation. Fait que je vais en parler tout à l'heure de toute façon. Et on a parlé depuis quelques années, on parle aussi d'utiliser des fois des cadres verts, des cadres dans lesquels les reines vont pondre du faux bourdon. On en parlait tout à l'heure, le faux bourdon est plus propice au développement de la varroise. Donc, on pourrait utiliser des cadres verts qu'on va retirer au bon moment pour abaisser un peu l'infestation, mais on ne peut pas se fier uniquement sur cette technique-là. C'est une autre technique complémentaire. Et il faut faire vraiment attention aussi. Vous allez marquer vos cadres, il faut savoir quand les retirer, parce que si vous retirez vos cadres juste quelques jours après l'émergence de toutes ces abeilles-là, ben vous venez de faire de l'élevage de varroa. C'est vraiment pas ce qu'on veut non plus. Et toujours, peu importe le traitement,
évidemment, lisez les étiquettes et suivez les recommandations. On va regarder maintenant les traitements un par un. Je vais commencer par les traitements à base d'acide formique. Donc, ici, j'ai un Max, un Mitoweek Quick Strip qui est placé sur le dessus d'une ruche. Le Formic Pro est sensiblement la même chose, quoique ce n'est pas la même concentration d'acide, mais le traitement s'y met de la même façon. C'est des traitements qui sont, selon le vendeur, recommandés pendant la mielée. Et c'est probablement un des seuls traitements qu'on peut utiliser comme ça pendant la mielée. Par contre, j'ai plusieurs apiculteurs qui l'ont utilisé sans voir de hausse à miel sur le ruche. Souvent, il semble que le traitement est peut-être un peu trop fort. Donc, il est important que la ruche ait suffisamment d'air pour pouvoir bien, je vous dirais, libérer cet acide-là. Dans le cas où on aurait juste des hausses à miel, le traitement pourrait être nuisible, nuire à la colonie, tuer la reine, brûler du couvain des fois. Donc, ça peut être un peu problématique. On parle de température d'utilisation entre 10 et 29,5 Celsius. Je vous dirais, là, c'est selon le fabricant, évidemment. Moi, personnellement, je me concentrais plus peut-être sur des températures qu'on utilise pour le flash afin d'éviter des problèmes. Je trouve, moi, qu'à 29,5, souvent, on parle de ça, mais on ne parle pas de l'humidité relative. Évidemment, l'acide, elle va s'évaporer, mais plus l'humidité va être importante dans l'air, moins l'évaporation va se faire vite. Donc, il est vraiment important de respecter les températures. Et moi, personnellement, avec 9,5, je trouve que c'est peut-être un peu chaud, un peu problématique. Excusez-moi. L'évaporation pour les max, elle va se faire sur 7 jours, tandis que pour un Formic Pro, on va parler de 10 à 14 jours. Il y a une autre technique qui est de moins en moins utilisée, mais qui est les Mite Wipe, si vous voulez, ce qui est comme un peu des tampons qu'on place en épicerie, qui vont placer en dessous des steaks pour absorber le sang. Ils vont se placer comme un Max ou un Formic Pro directement sur le dessus des cadres. C'est une technique qui fonctionne bien, mais par rapport à un flash, on va mettre beaucoup plus d'acide. Souvent, on va parler, puis là, je vois que j'ai oublié de mettre la quantité, mais on va parler souvent de tampons qui contiennent 25 à 35 ml. Donc, dès que la température va être au-dessus de 20 Celsius, c'est risqué d'utiliser les Mite Wipe. Donc, c'est des traitements utilisés peut-être entre 13 et 20, mais dès que ça devient un peu plus chaud, il faut vraiment faire attention avec ça. Donc, c'est pour ça, comme je vous dis, que j'ai mis 13 à 20 Celsius. Ce n'est pas nécessairement sur le Mite Wipe des chiffres qu'on trouve, mais c'est une recommandation personnelle pour éviter là, justement des problématiques pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est que l'évaporation se fait plus vite que pour le Max et le Formic Pro. Maintenant, parlons du traitement flash. Donc, le traitement, je vous dirais peut-être le plus populaire à base d'acide formique. Contrairement à nos Max et aux Formic Pro, le traitement se fait toujours en l'absence de hausse à miel pour obtenir la bonne concentration. Évidemment, on va mettre une quantité d'acide, mais si dans ce cas-là, s'il y a trop de hausse, la quantité d'acide ne sera pas suffisante pour venir traiter la ruche. Le flash se fait vraiment sur des plateaux grillagés avec un plateau à Pinovar, par exemple, ou tout type de plateau grillagé avec un tiroir. J'ai vu des apiculteurs prendre les tampons que je vous parlais, Mite Wipe, puis les glisser sur le plateau, un plateau standard pour faire un genre de pseudo-flash. C'est pas la technique. Si vous voulez traiter en dessous, ça prend vraiment des plateaux grillagés. Ça va demander plusieurs applications. Ce qui est intéressant, par contre, pour le flash, c'est que ça ne coûte pas cher. On a besoin d'acide formique, justement, soit un pistolet doseur où on pourrait y aller si on est en plus petite quantité, peut-être avec une grosse seringue. Il faut évidemment faire attention parce qu'on manipule des acides, mais ça revient pas cher. C'est un Scott Towel et un peu d'acide. Comme j'en parlais tout à l'heure, l'évaporation va être influencée par l'humidité de l'air. Donc, il va être important lorsqu'on traite au flash de choisir la journée la plus sèche possible. Souvent, l'évaporation va se faire environ sur 6 heures. Donc, si dans la journée, on a une journée sèche, on devrait être correct pour traiter la ruche. J'ai vu beaucoup de gens aussi doser les flashs et le doser des fois un peu trop élevé. Le flash, si on veut qu'il fonctionne bien et qu'il ne nuise pas aux abeilles, c'est vraiment important de le doser en fonction de la température.
J'ai vu beaucoup de gens avec le tableau de M. Chapelot qui a développé la technique flash directement dans le champ, à toujours calculer. Mais en discutant avec les producteurs, on s'est rendu compte qu'en analysant ce tableau-là, il y a une manière tout simple de toujours savoir le dosage que vous avez besoin. C'est ce que j'appelle, moi, la règle du 13-27. C'est-à-dire qu'on a moyen de toujours savoir le dosage qu'on a besoin d'utiliser pour une hausse en se souvenant de cette règle-là. Donc, c'est-à-dire qu'à 20, lorsqu'il fait 13 Celsius, on va mettre 27 millilitres. Et lorsqu'il fait 27 Celsius, on va mettre 13 millilitres. Ce qui veut dire qu'à chaque degré entre 13 et 27 qu'on gagne, on met 1 millilitre de moins. Donc, c'est une constante, c'est assez simple, mais il y a un moyen encore plus simple que ça pour ne pas se tromper. On va utiliser la règle que j'appelle 40 moins la température. Vous voyez, 13 plus 27, ça nous fait 40. C'est toujours une constante. Donc, si vous faites le chiffre, donc c'est un chiffre rond comme ça, 40 moins la température, ça vous donnera toujours le bon dosage. Donc, imaginez qu'il fait 18 aujourd'hui, 40 moins 18, mon dosage pour une ruche à une hausse va être de 22 millilitres. Donc, c'est un truc tout simple qui va vraiment vous permettre de toujours savoir le bon dosage. Faites attention, si la température est pour monter dans les heures suivant votre traitement, il est préférable de doser en fonction de quelques degrés de plus pour éviter que l'acide s'évapore trop vite. Donc, faites vraiment attention. Et si on a une ruche qui est à 2 hausses, qui est bien populeuse à 2 hausses, on va faire ce calcul-là, mais on va tout simplement doubler le dosage. Tout à l'heure, je vous parlais du MyTwipe qui contenait beaucoup d'acide. On pourrait parler de 25 à 35 millilitres pour un tampon. Vous pouvez voir ici, en flash, on va utiliser entre 13 et 27. Donc, si avec un flash, une journée, on avait décidé d'utiliser 13, mais qu'avec un MyTwipe, on a utilisé 25 millilitres ou 30 millilitres, vous pouvez voir qu'on est déjà 2 à 3 fois, on met 2 à 3 fois plus d'acide qu'on aurait mis avec le flash. Le flash fonctionne bien, c'est pas miraculeux, c'est vraiment les répétitions qui vont nous permettre d'abaisser les varrois. Et comme je vous disais, c'est pour l'ensemble des traitements, il n'y a aucun traitement miraculeux. Le risque est quand même moyen pour faire des dommages au couvain et aux reines si c'est bien dosé. Par contre, si le dosage n'est pas bien fait, ça peut être beaucoup plus risqué. Comme je disais, l'évaporation, en général, on considère qu'au bout de 6 heures, le papier absorbant complètement, l'acide sur le papier absorbant est complètement évaporé. Et comme je disais, si la température augmente, on peut envisager de doser en fonction d'une température un peu plus chaude. Et pour éviter cette problématique-là, il y en a plusieurs qui vont tout simplement traiter en fin de saison. Pas en fin de saison, excusez-moi, en fin de journée. Évidemment, qu'on a 3 4 000 ruches, c'est peut-être pas possible. Maintenant, parlons du thymol, donc le thymovar, qui est ces petites gaufrettes comme ça qu'on met sur le dessus des câbles. Utilisé absolument en l'absence de hausse à miel. On en parlait avec le traitement flash en l'absence de hausse à miel, mais il faut vraiment faire attention avec le thymol parce que c'est un acide volatile, un acide organique volatile, et les cadres, la cire, le miel va prendre l'odeur du thymol. Donc, c'est bien bon du miel de thym, mais lorsque le thymol qui est présent ne vient pas du thym naturel, vient d'un produit, c'est problématique. Donc, il faut vraiment traiter en l'absence de rose à miel. Donc, le traitement est long et laisse une odeur résiduelle. Le risque de dommages aux couvains et aux reines est relativement moyen si on respecte les températures. On parle de température d'utilisation entre 15 et 30, ce qui ressemble un peu quand même à ce qu'on avait avec le flash, mais il y a vraiment un optimum entre 20 et 25. On parle habituellement de 2 applications. C'est sûr qu'au Québec, la saison à l'automne est beaucoup. En fin de saison, là, on manque de temps. Il n'est pas toujours possible de faire ces 2 applications-là. Parce qu'on parle d'une évaporation qui dure de 3 à 4 semaines, donc de 21 à 28 jours. Certaines personnes vont utiliser le Thymovar, mais c'est rare qu'on va avoir le temps de faire une deuxième application parce que quand il va être le temps de faire cette deuxième application-là, les températures vont être beaucoup trop basses. Mais en général, c'est un traitement qui fonctionne bien. On a un traitement qui est disponible depuis quelques années. J'ai malheureusement peu d'apiculteurs qui l'ont utilisé. On parle de température d'utilisation au-dessus de 10 Celsius. Je ferai attention encore une fois parce qu'on parle encore si vous voulez, d'évaporation dans les ruches.
de ne pas dépasser des températures peut-être de 27, 28, un peu comme pour le flash. On ferait vraiment attention. Et on parle d'une languette par 50 d'abeilles. Par contre, des tests faits dans d'autres provinces semblent montrer une super belle efficacité. Mais moi, les quelques apiculteurs qui l'ont testé, puis il y a peu de gens qui l'ont fait, m'ont dit que ça semblait trop puissant, qu'il y a des reines qui seraient mortes, qu'il y a du couvain qui aurait brûlé. C'est à vraiment faire attention. C'est un bel outil. Il y a probablement du développement à faire, des tests, mais avant d'utiliser aveuglément, je me garderai un petit bémol, disons. Maintenant, parlons de l'acide oxalique. Donc, souvent, un traitement, comme on parlait tout à l'heure, un traitement de fin de saison. Donc, le traitement se fait soit par égouttement, comme on voit ici à gauche avec une seringue ou un pistolet doseur, ou par sublimation en utilisant une cuillère qui va nous permettre de vaporiser les cristaux, ou même vous avez des équipements un peu plus, je dirais, de plus gros format, un genre de bazooka qui permet de traiter beaucoup plus de ruches qui sont utilisées. Ces bazookas-là sont utilisés par certains apiculteurs dans l'Ouest canadien et aux États-Unis. Il y a quelques apiculteurs québécois qui l'ont, mais il y a peu de gens qui ont fait vraiment des tests avec ça. Selon la littérature, la sublimation, donc l'effet de, si vous voulez, de vaporiser les cristaux d'acide oxalique, semble un peu plus efficace. Donc, selon la littérature puis des choses qu'on voit aux États-Unis. Souvent, comme je disais tout à l'heure, on ne recommande pas de faire d'emblée ce traitement-là en fin de saison parce qu'il y a des tests ou des recherches qui nous ont montré qu'on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Dans le cas d'une infestation majeure puis qu'on n'a plus d'outils, c'est probablement une bonne chose quand même de le faire, de ne pas prendre de chance, mais les risques ne sont pas zéro non plus. Donc, c'est pour ça que je mets ici le risque est de moyen à élevé parce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent venir influencer et d'une année à l'autre, ça peut changer. Est-ce que c'est la température? Peut-être. On comprend mal l'impact directement de l'acide oxalique. Il semble fonctionner, mais ce n'est pas toujours le cas. Comme je dis, c'est un traitement qui est utilisé en fin de saison. Il y a certains apiculteurs, par contre, qui l'utilisent quand même en saison lorsqu'ils créent des nucléi. C'est-à-dire qu'ils vont orpheliner leurs ruches pendant 3 semaines ou encager tout simplement les reines pour les empêcher de pondre, donc laisser le temps, tout le couvain de venir au monde pendant cette période-là, de faire un oxalique et de réintégrer une reine par la suite. Si les nucléi, si dans le cas d'un nucléi ou même d'une ruche, sont suffisamment forts au mois de juillet, au mois d'août, qu'il y a déjà une bonne population d'abeilles, même si on perdait du couvain sur quelques semaines, ça va venir peu influencer, si vous voulez, la population totale qu'on aura au mois d'août. Parce qu'au mois d'août, de toute façon, on va être en train de réduire les ruches pour les préparer pour l'hiver de toute façon. Donc, c'est une technique que certains utilisent. Et vous avez dû voir aussi sur différents sites Internet, un peu partout, il y a des gens qui vont utiliser des lingettes imbibées de glycérine et d'oxalique. Ça aussi, on ne sait pas trop ce que ça donne. Il y a des résultats de recherche, même faits au CRESAD, qui s'en viennent à ce sujet-là. Mais pour l'instant, ça semble peut-être un peu aléatoire. On ne sait pas toujours nécessairement la quantité d'acide oxalique qui va se retrouver dans chaque lingette. Donc, il peut y avoir des dosages qui sont différents. On aura probablement un peu plus d'informations dans quelques années à vous donner là-dessus. Mais pour l'instant, je vous dirais que la sublimation avec une cuillère ou le bazooka est probablement la méthode qu'on souhaite vous recommander. Martine, je vais y aller avec la question 4. Un traitement flash bien fait au printemps est suffisant pour se rendre en septembre. Vrai ou faux? La question est partie, Nicolas. Donc, j'attends de voir les réponses. Moi, avec mes questions avec des pièges. Est-ce qu'elle aura un piège, celle-là aussi? Donc, la majorité des réponses jusqu'à maintenant sont faux. Donc, le traitement flash ne serait pas suffisant pour contrôler les infestations, même dans des bonnes conditions de température. Donc, évidemment, tout dépendant des années, s'il y a beaucoup de couvain produits, ça ne sera pas suffisant. Donc, c'est exactement ça. Là. On ne peut pas se fier seulement à un petit traitement comme ça pour se rendre
certaines années où le printemps serait plus tardif ou qu'il y a peu de développement, que la saison n'est pas propice, ça pourrait peut-être fonctionner, mais c'est assez aléatoire. C'est un risque qu'on ne devrait pas prendre, évidemment. Maintenant, je vais vous parler des autres traitements qu'on a, donc les traitements de synthèse, si vous voulez. On parle de l'apistan, de la molécule effuvalinate, de l'apivar, qui est celui qui est le plus utilisé actuellement, donc qui contient de l'amitrase, et le bévarol, qui contient de la flumètrine. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'apistan et le bévarol, c'est deux produits qui se ressemblent. Donc, c'est deux pérythroïdes du type 2 et ils ont le même mode d'action. Donc, notre apistan et le bévarol qui est sorti il y a quelques années ont une molécule qui se ressemble. Donc, il n'est pas impossible que si vous décidiez de traiter avec du bévarol, que le traitement ne fonctionne pas si vous avez déjà une résistance à l'apistan. Donc, c'est un peu problématique si on ne sait pas. Et ce qui arrive aussi avec le bévarol, souvent les traitements ne sont pas efficaces tout de suite. Ils vont prendre un certain temps, donc quelques semaines avant ça va prendre quelques semaines avant qu'on observe une chute. Donc, si l'infestation est déjà majeure, que la situation est déjà problématique, on ne peut pas se permettre d'attendre ces semaines-là. Donc, actuellement, c'est l'apivar qui est le plus utilisé. Et malgré ce qu'on peut penser, il y a toujours une absence de résistance à l'apivar. Moi, j'ai testé une dizaine d'apiculteurs l'an passé et même des apiculteurs qui ont eu, malgré ça, des pertes importantes cet hiver. On avait encore une efficacité de 95% et plus de l'apivar. Il y a eu des rumeurs pendant l'hiver de l'eau d'apivar qui aurait été passée date. C'était basé, je vous dirais, ce qui me manque souvent, c'est que c'est issu de témoignages de gens qui ne font pas de dépistage avant le traitement. Donc, si vous mettez des languettes, vous traitez et que suite au traitement, il reste beaucoup de varroa, ça ne veut pas dire que le traitement n'a pas fonctionné. Ça peut peut-être dire qu'il y en avait trop avant. Donc, il faut vraiment faire attention. Et si vous voulez être capable de vous supposer une résistance, il faut vraiment être capable de dépister les ruches avant et les dépister après, puis de comparer tout ça. Il est toujours important aussi de respecter le temps recommandé. Entre autres, si je parle de l'apivar, on parle de 42 jours, mais même si vous regardez sur les étiquettes, on dit des fois si les languettes qui ont été placées dans la ruche ne sont pas au bon endroit, on recommande aux producteurs de les déplacer pendant le traitement pour que les languettes se retrouvent vraiment dans la grappe. Souvent, même, on va traiter les ruches et les abeilles vont avoir tendance à quitter, à abandonner un peu les languettes ou les cadres de couvain où sont les languettes. Donc, il va être important de vérifier parce que si les abeilles ne sont pas en contact majeur justement avec ces languettes-là, le traitement ne fonctionne pas. On parle, comme je vous dis, de 42 jours en général, mais dans certains cas, lorsqu'on a une problématique comme ça, on recommande dans l'étiquette de l'apivar qu'on pourrait même se rendre jusqu'à 56 jours, donc 6 à 8 semaines. Mais de base, le traitement est recommandé pour 42 jours. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est un traitement qui pourrait être intéressant d'utiliser au printemps, mais 6 semaines au printemps, il faut vraiment que le printemps commence tôt si on veut être capable de traiter avant la mielée, évidemment. C'est toujours important de respecter le dosage. On va parler d'une languette par 5 cadres de couvain ou 5 cadres d'abeilles, excusez-moi, et évidemment de retirer le traitement pour éviter le développement de la résistance. Donc, il y a eu dans les dernières années, je vous dirais en 2003, on a eu de la résistance justement à l'apistan. En 2007, on parlait de résistance du Coumaphos ou du Checkmate. Donc, c'est des choses qui sont arrivées et on n'est pas à l'abri d'avoir de la résistance de l'apivar. Par contre, il semble toujours bien fonctionner pour l'instant. Par contre, l'utilisation répétée comme ça, évidemment, si vous utilisez l'apivar 2 fois par année, on va juste accélérer le processus de résistance. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, j'en parlais tout à l'heure, pour ce qui est de la flumètrine et de l'apistan, c'est des traitements qui sont moins utilisés par les producteurs. Et pour ce qui est de l'apistan, étant donné qu'il y a déjà eu une résistance, pourriez, même si vous ne l'avez jamais utilisé, décider de l'utiliser et d'avoir une efficacité moyenne ou que l'efficacité est bonne une année et que l'année suivante, elle n'est plus bonne. Donc, dans toute l'utilisation de ces traitements-là, on recommande toujours de faire des tests de résistance. Soit les gens du MAPAC peuvent le faire, moi je peux me déplacer pour le faire, mais il est vraiment important de savoir si le traitement fonctionne. Et comme je vous dis, c'est pas parce qu'on retrouve des varrois par la suite à ces traitements-là que le traitement ne fonctionne pas. S'il y avait trop de varroa avant ou si ça faisait trop longtemps que la ruche était infestée,
c'est pas miraculeux non plus. Par contre, contrairement à nos traitements, si vous voulez, biologiques ou d'acide organique qu'on avait tout à l'heure, les risques pour le couvain est beaucoup plus bas et les reins beaucoup plus bas en utilisant ces traitements-là. Par contre, c'est des produits souvent qui vont être attirés par les corps gras, donc ils vont s'accumuler dans la cire. Toujours un traitement à faire en l'absence de hausse à miel. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu des cas importants de résistance déclarée en 2003 et en 2007. Martine, je vais y aller avec la question 5. Il reste beaucoup de varroa suite à un traitement. Le produit est donc inefficace. Vrai ou faux? J'ai déjà trop parlé, je pense. À ce moment-là, on va voir si les gens ont bien écouté. Donc, le sondage est parti. Je vous invite à y répondre maintenant. Donc, je pense que tu as été assez clair, Nicolas, et les gens ont très bien écouté. Donc, les gens ont répondu faux. Ben, c'est ça, tout dépendant du traitement. Si les taux d'infestation étaient déjà trop élevés avant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des bonnes chances que le traitement ne soit pas suffisant et que c'est la répétition. Et vous voyez, c'est un peu ça la problématique qu'on a avec nos traitements, où on atteint la limite dans des années où les infestations sont majeures. Il faut faire des répétitions, et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des pertes quand même. Mais si vous n'avez rien fait, ça risque d'être catastrophique. Je vais y aller avec la question 6, Martine. Peut-on faire le OK, ça, c'est une question qui sort un peu de la matière, si vous voulez, mais une question qu'on se pose souvent et que c'est peut-être pas toujours tout le monde qui est d'accord. Peut-on faire le nourrissage d'automne en même temps que les traitements? Ou lequel on fait avant? Là, les choix de réponse, je ne les ai pas devant les yeux. Tu peux toujours peut-être les énumérer, Martine. Oui, donc oui, on fait le nourrissage d'automne en même temps que les traitements, mais on nourrit avant de traiter. Donc, on nourrit d'abord et on traite tout de suite après. Deuxième choix, donc oui, on peut faire les deux en même temps, mais on traite en premier et ensuite on nourrit. Non, on doit effectuer le traitement une fois que le nourrissage est terminé. Donc, on fait le nourrissage en premier et ensuite le traitement. Ou ensuite, ou la quatrième réponse, donc non, on fait le nourrissage en premier et on fait les traitements une fois que le nourrissage en fait, on fait le nourrissage une fois que les traitements sont terminés. Donc, je vous invite à bien lire les questions avant Bon, d'y répondre. belle question piège. Et je te dirais que, donc, on va laisser peut-être un peu plus de temps Oui, là, pour répondre à cette question, étant donné que les choix de réponse sont un petit peu plus longs, un mais peu déjà plus en paix. Oui. un peu plus embêtant. Puis déjà, je dirais que c'est assez mitigé comme réponse, assez Là, est-ce qu'on va avoir un consensus? peut-être, mais on a une faible avance. OK. Donc, il y a quelques réponses encore qui arrivent. Donc, on a et oh, ça se resserre, ça se resserre. Il y a une tension. Donc, Nicolas, je dirais que par une faible avance, donc on est à 36%, les apiculteurs ici ont répondu que on fait les deux en même temps, mais on nourrit avant de traiter. Et tout de suite après, là, à 34%, on a oui et on traite avant de nourrir. Donc, les deux premières réponses là, sont vraiment nez à nez OK. dans mon sondage. Ben, ça va dépendre effectivement du type de traitement qu'on utilise. Si on utilise un traitement flash par le bas, évidemment qu'on peut faire le traitement suite au nourrissage. Mais habituellement, bon, on fait notre récolte, on ne peut pas laisser les ruches comme ça sans source de sucre très longtemps. Donc, il faut faire rapidement le nourrissage et les traitements pressent aussi. Donc, si c'est des traitements qu'on va placer dans les hausses, évidemment, il va être préférable de faire le traitement. Bon, on va faire les deux dans la même journée, si vous voulez, mais de placer vos languettes, de mettre le nourrisseur et de débuter le nourrissage.
Par contre, si on faisait un flash, on pourrait très bien mettre le nourrisseur et faire le flash après. Mais en général, les deux opérations vont se faire sensiblement dans la même visite. Si on traite dans les hausses directement, il est préférable de traiter avant. Je ne sais pas si je ne veux pas faire un débat, mais c'est la façon plus simple selon moi. Comme je vous dis, si vous commencez le nourrissage une journée, que les abeilles commencent à construire, il y a du sirop, vous retirez le nourrisseur Miller, vous allez mettre des languettes, c'est pas super. Ça peut se faire, mais puis là, je vois pas les visages de personne, là, fait que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. OK. Mais c'est sûr, en fait, Nicolas, que les traitements doivent être faits. C'est les traitements qui sont vraiment prioritaires, en fait, là, sur le nourrissage aussi, là. Donc, il ne faut pas retarder les traitements à la fin de la saison. Oui, puis comme je vous dis souvent, tu sais, ou même là, il ne faut pas retarder, il pourrait même commencer dès le retrait des hausses à miel, mais le nourrissage aussi, il ne faut pas attendre. Si vous enlevez, puis que vous avez, tout dépendant des régions que vous avez, si vous laissez des cartes de miel dans les hausses à couvain, on peut attendre quelques jours, tout ça, mais si vous épluchez complètement le miel, qu'il reste juste du couvain et des cartes vides, puis que vous partez avec les hausses à miel, il faut nourrir rapidement. Mais vous allez faire votre traitement et nourrir tout de suite dans la même opération. Exactement. Puis j'ai aussi des commentaires, ils disent d'Éric Hébert qui dit donc que ça fait moins de manipulation là, d'enlever le nourrisseur puis de le remettre à ce moment-là. Ouais. Puis, je vous inviterai quand même à bien lire les étiquettes là, des produits que vous utilisez parce qu'il y a des nouveaux produits qui sont homologués une fois de temps en temps. Puis peut-être que ceux-là, ils vont être pas recommandés à faire en même temps que le nourrissage. Donc, à chaque fois, je vous invite même si vous la connaissez, là, parcourir rapidement l'étiquette pour bien voir c'est quoi les recommandations du fabricant. Oui, puis toujours faire attention aussi, souvent avec des traitements d'acide formique, si vous les placez sur le dessus de la ruche, puis ça, je veux dire, puis que vous nourrissez en même temps, certains vont dire que l'odeur de l'acide va empêcher les abeilles de vouloir monter. Fait qu'il y a des choses comme ça, là, mais c'est important de toujours, je veux dire, la présence d'acide comme ça pourrait nuire un peu au déplacement, mais c'est vraiment important. Puis comme je vous disais, il est primordial qu'on ne peut pas retarder ces traitements-là. Ce qu'on veut, c'est garder en tête que vos dernières générations d'abeilles qui passent l'hiver, il ne faut pas qu'il y ait de varroa, il faut qu'ils soient le plus saines possible. Ce pas des abeilles qui vont vivre 40 jours, celles-là. Elles vont vivre 6 mois. Donc, il faut les dorloter. Il ne faut pas qu'il y ait de varroa. Il faut, en principe, pratiquement pas qu'il y ait besoin de sortir pour aller se nourrir non plus. Fait qu'il faut vraiment les chouchouter pour qu'ils puissent passer l'hiver. Donc, la clé, si vous voulez, c'est de faire un suivi tout au long de l'année. Donc, pour vous permettre de ne pas atteindre l'infestation élevée. Dans des cas d'infestation élevée, même au printemps, il va être important d'interagir, d'agir tout de suite. Et malheureusement, des fois, ça peut remettre en question toute une saison apicole. C'est pour ça aussi que c'est important de faire un suivi serré, de pouvoir abaisser les taux régulièrement pour ne pas tomber dans une situation comme ça qui est problématique. J'ai certains apiculteurs des années qui vont faire seulement un traitement au mois de septembre. Une année comme l'an passé, ça a été catastrophique. On a même des échos de certains apiculteurs qui ont pratiquement perdu toute leur ruche. Donc, c'est vraiment important de faire un suivi serré, excusez-moi. Les traitements, ils fonctionnent. Et ça, je veux vraiment le dire parce qu'on a entendu un peu de tout dans les dernières semaines. Les traitements, ils fonctionnent, mais dans le cas d'infestation importante, il faut les répéter, comme je vous disais, et s'il y a des dommages, si la colonie est désorganisée, un traitement, ce n'est pas un voyage dans le temps. Il ne permettra pas de revenir en arrière et d'avoir une colonie. Si la colonie elle n'a pas son boom de développement, elle est déstructurée, elle est vouée à l'échec, il n'y a plus rien à faire. Donc, tout traitement a ses limites. Et comme je vous disais, même des ruches traitées à l'apivore peuvent être encore très infestées suite au traitement. Et ça, même si le produit est très efficace. C'est ce qui fait le tour.